Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'avais déjà fait une vidéo sur les navires fantômes, et celle-ci se focalisait sur les disparitions d'équipage. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai une petite fiche cliquable juste en haut. Bon après, je préfère prévenir, c'était l'une de mes premières vidéos, et à cette époque, j'avais un micro-cravate un peu pourri, et j'étais aussi moins à l'aise devant la caméra, donc à vous de voir. Cette fois, je vais vous raconter deux histoires qui pour le coup ne sont pas basées sur des disparitions d'équipage, mais plutôt sur de l'étrange. Car oui, comme je l'ai déjà dit, on peut être sceptique et rationnel tout en adorant le monde de l'étrange. Bon, comme d'hab, je vous ai gardé la meilleure pour la fin, du moins à mes yeux. Surtout qu'il existe beaucoup de photos sur cette histoire. Allez, je vous en dis pas plus, on est parti. Notre première histoire se déroule au Canada, et plus précisément en Nouvelle-Écosse, dans la petite ville de Yarmouth. C'est en 1811 que Randall MacDonald, marié à une certaine Rebecca, et qui ont eux deux 4 enfants, décide de construire un brigantine de 200 tonnes qui devait servir de navire marchand, et auquel il donnera le nom de Yarmouth, comme la ville. Pour son tout premier voyage prévu en 1812, il devait se rendre aux Antilles, pour y livrer du poisson salé et du bois de charpente. Randall en sera le capitaine et sera accompagné de 9 membres d'équipage, ainsi que de sa femme. Le grand jour arrive et il quitte la Nouvelle-Écosse, direction les Antilles. La traversée se passe plutôt bien, et une fois arrivé à bon port, Randall décide de remettre une lettre au capitaine d'un autre navire, qui lui se rend à Yarmouth. Histoire de prévenir tout le monde que la traversée s'est bien passée, et qu'ils seront de retour d'ici quelques semaines. Sauf que les semaines passent, puis les mois, et pas de retour du Yarmouth. Au bout d'un moment, dans la petite ville de Nouvelle-Écosse, on se fait une raison, et on accepte le fait que le navire ait disparu en mer. Certains diront même que c'est arrivé, puisque prendre une femme à bord d'un bateau pour sa première traversée porte malheur. On va faire un petit bond en 1913, environ au même moment où le vaisseau devait revenir des Antilles. Un homme présent sur le quai voit un vaisseau rentrer dans le port. Toute voile sortie et recouvert d'algues, dans un état plutôt moyen. Puis son mât principal fut abaissé et l'ancre jetée, alors qu'il était à quelques encablures de la rive. L'homme reconnut immédiatement le Yarmouth et se précipita alors pour prévenir les personnes aux alentours. Le bateau ne bougeait pas et restait ancré là, non loin de la rive. Plusieurs hommes décidèrent alors de monter dans un canot et de se diriger vers lui. Mais lorsqu'il n'était plus qu'à quelques coups de rame du navire, ils entendirent crier « Restez à distance, restez à distance !» Puis d'un coup, le Yarmouth se volatilisa. Mais les hommes à bord du canot diront cependant que c'était bel et bien la voix du capitaine Randall MacDonald, qui promenait du navire. Et ils en sont sûrs. Donc forcément, une histoire pareille va faire grand bruit. Mais les témoins présents au moment de l'apparition, eux, vont passer un peu pour des fous. Sauf que, 1 an plus tard, jour pour jour, qui c'est qui rentre dans le port de Yarmouth, toute voile sortie et bien dégueulasse, en refaisant la même chose que l'année précédente? Eh bien, le Yarmouth. Mais là, on n'a pas plus d'infos que ça pour son tour. Par contre, en 1814, cette fois, il est un peu plus attendu. Et au moment de sa supposée venue, eh bien bingo, leur voilà qui rentrent dans le port. 2 hommes qui s'étaient préparés ont alors foncé à sa rencontre à bord d'un canot, jusqu'à s'approcher à quelques mètres de lui, avant qu'il ne se volatilise de nouveau. Le Yarmouth va rentrer dans le port chaque année à la même date, et il se volatilisera à chaque fois, que ce soit comme par magie ou parfois entouré de brouillard. Mais chaque année passante, il était de plus en plus compliqué à observer, un peu comme s'il s'effaçait. Et c'est en 1872 exactement que le Yarmouth fera sa dernière entrée dans le port de la ville où il était construit, avant de disparaître à tout jamais. Les gens diront que finalement, Randall, sa femme et son équipage ont accepté leur disparition. On trouve l'histoire du Yarmouth dans plusieurs journaux, que ce soit dans la deuxième partie du 19e siècle ou encore au 20e siècle. Mais tout ça reste quand même flou au niveau de l'existence réelle des protagonistes de l'histoire. Quoi qu'il en soit, que le Yarmouth ait réellement existé ou non, son histoire est quand même plus proche de la légende, à se raconter au coin du feu pour se faire peur, que de la réalité. On va pas se le cacher. Bon, pour cette deuxième histoire, on va aller dans du plus concret. Déjà parce que l'histoire est plus récente, et aussi parce qu'il y a plus de sources, et pas mal de photos. Et c'est d'ailleurs pour ça que, perso, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Le SSB Shimo est un navire cargo à vapeur, d'environ 70 mètres de long, pour 1300 tonnes, avec coque en acier. Il a été construit en Suède en 1914 à la demande d'une compagnie maritime allemande, pour servir de navire marchand.
mais il servira aussi pour le compte de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, à sa naissance, il ne s'appelait pas Beishimo, son nom était écrit juste là. Suite à la défaite allemande et à la fin de la guerre, le Beishimo sera cédé au Royaume-Uni et racheté par la compagnie maritime, la baie d'Hudson. Et c'est là qu'il sera rebaptisé le SS Beishimo. Son histoire va ensuite se poursuivre en Sibérie, puis le long des côtes du Canada et d'Alaska, avec comme capitaine un certain Cornwell. Puis il rentrera en Écosse dans son port d'attache chaque hiver. Il sillonnera les côtes pour commercer avec les Inuits, en récupérant par exemple des peaux ou des fourrures. Tout se déroule plutôt bien pour le Beishimo et son équipage, jusqu'en octobre 1931. Le 1er octobre, le Beishimo rentre d'une course commerciale, et il est rempli de fourrures. Mais malheureusement, il va se retrouver piégé sur la banquise. Étant à un peu moins d'1 kilomètre de la petite ville de Barrow, en Alaska, l'équipage décide alors d'abandonner le navire, pour partir s'abriter au chaud pendant quelques jours, avant de retourner au navire qui, par chance, n'était plus bloqué. Donc tout ce petit monde remonte à bord et reprend la route. Mais manque de bol, le 8 octobre, rebelote. Le Beishimo se recoince de nouveau, sauf que cette fois, c'est plus grave. Donc le capitaine contacte la compagnie et des secours sont envoyés sur place pour récupérer une partie de l'équipage, tandis que l'autre partie reste surveiller le navire. Ils construisent alors un abri de bois et décident de rester jusqu'au printemps, à attendre le dégel, avant de repartir avec le Beishimo. Mais le 24 novembre, une grosse tempête se lève, et tout le monde va rester bien planqué à l'intérieur de l'abri. Sauf qu'une fois la tempête passée, le capitaine sort dehors. Et là, plus de Beishimo. Le navire n'est plus coincé dans la glace. Le capitaine en déduit donc qu'il a dû probablement couler. Mais très rapidement, ils apprennent qu'un chasseur inuit dit avoir vu le Beishimo dériver à 72 km au sud de leur campement. Donc le capitaine Cornwell et l'équipage partent à la recherche du navire, et à force de persévérance, le retrouvent. Ils montent alors à bord pour récupérer les fourrures, puis décident d'abandonner cette fois pour de bon le navire. Ayant heurté plusieurs fois la glace et étant de nouveau bloqué, ils pensent que le navire n'est plus en état de naviguer, et qu'il ne passera jamais l'hiver. Sauf qu'ils se plantent complètement, et ils ne se doutent pas une seule seconde que leur décision fera que le Beishimo rentrera dans le cercle très fermé des navires fantômes. On est en mars 1932, donc quelques mois après son abandon, quand un certain Leslie Melvin, sur son attelage de chien de traîneau, dira avoir vu le Beishimo flotter paisiblement, tout près du rivage. Quelques mois plus tard, cette fois, c'est une compagnie de prospecteurs qui l'aperçoit. Puis en 1933, un groupe de chasseurs inuits va tomber sur le Beishimo. Ils vont alors monter à bord, quand soudain une violente tempête va s'abattre sur eux, ce qui les obligera à rester près de 10 jours à bord du navire. À leur retour, ils diront que pour eux, cette tempête n'avait rien de normal. Et la légende du Beishimo, le navire fantôme de l'Arctique, était née. Peu de temps après, la compagnie de la baie d'Hudson apprend que le Beishimo est encore à flot, et il est décidé de le récupérer. Mais manque de bol, cette fois il est parti se promener un peu trop loin en mer, et c'est impossible. Quelques temps plus tard, c'est une petite goélette qui l'aborde, et l'équipage rapportera qu'un groupe d'Inuits est monté à bord au même moment, pour y faire ses courses. Ils ont pris des matelas, des chaises, et même des bocaux de nourriture. En 1939 cette fois, il est raisonné par le capitaine Hugh Paulson, et il est bien décidé à le ramener. En plus ça tombe bien car il est équipé pour ça. Sauf que manque de bol, pour pas changer, on est en octobre, et les banquises ramponnes rendent tout ça dangereux, donc il décidera de l'abandonner à son tour. Après 1939, le Beishimo se fera de plus en plus rare, jusqu'en 1962, où il sera vu en train de naviguer le long de la côte de la mer de Beaufort par un groupe d'Inuits. En 1962, donc plus de 30 ans après avoir été abandonné. Mais le plus dingue là-dedans, c'est qu'il n'avait pas encore dit son dernier mot. Car en 1969, il sera retrouvé complètement congelé dans la banquise. Et cette fois, ça sera la dernière fois qu'il sera observé. Soit 38 ans après avoir été abandonné. C'est juste hallucinant. D'ailleurs, sachez qu'en 2006, le gouvernement d'Alaska s'est lancé dans un projet de recherche du Beishimo, qu'il soit sous l'eau ou encore à flot. Là par contre, ça aurait vraiment été très fort. Mais vraiment très fort. Bon, malheureusement, ça n'a rien donné, et le mystère du navire fantôme de l'Arctique reste entier. Bon, contrairement à l'histoire du Yarmouth, l'histoire du Beishimo est plutôt sensée, et même bien réelle. Déjà, on connaît l'histoire du navire de A à Z. Enfin, plutôt de A à W, puisque au final, on ne sait pas vraiment ce qui est advenu de lui. Bref. Ensuite, on a des photos de lui et de nombreux témoignages.
Sans oublier que le gouvernement a mis de l'argent dans un projet pour le retrouver. Et je pense pas qu'un projet comme ça soit entrepris à la va-vite, sans preuve solide. Même si bon, soyons sérieux, comme souvent lorsqu'une histoire assez hors du commun commence à faire du bruit, elle est souvent déformée en rajoutant par exemple sur les témoignages, pour lui donner un côté encore plus sensationnel, parce que les gens aiment ça. Par exemple, quand on lit qu'un groupe d'Inuits dit qu'il s'agissait d'une tempête anormale, qui a commencé une fois qu'ils ont été tous à bord. Bon, je peux pas l'affirmer, mais ça sent quand même l'amplification à plein nez. Maintenant, comment expliquer que ce navire ait pu rester à flot pendant 38 ans, sans équipage? Sûrement une grosse part de chance, et peut-être une excellente conception. La qualité est suédoise. Mais tout ça reste quand même très étrange, sans oublier que les rares tentatives de le ramener ont tout échoué. D'ailleurs, si vous êtes partant pour qu'on se lance ensemble dans une expédition pour retrouver le Beishimo, bah pourquoi pas? Faites-le moi savoir, si jamais vous avez les fonds. Et autrement, ben abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire et partagez si vous avez aimé. Allez, bisous.